Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le narcotrafic représente une menace aussi grave que le terrorisme islamiste. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur qui compare les caïds barbus. Le narcotrafic est en train d'envahir tous nos territoires. Bad, je suis en pleine redescente, ça, pas du tout. Il y a ces narco-racailles qui engagent des gamins, qui transforment en soldats, en assassins, et qui sont tués dans des conditions abominables. Tu veux la drogue? Soit il y a une mobilisation générale pour ce grand combat qui prendra des années, mais on le gagnera. Soit il y a la mexicanisation du pays. Bien, comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. C'est Marcel Bébé. Et Bruno Retailleau se rend aujourd'hui chez le Premier ministre avec son collègue de la justice, Didier Migaud, aujourd'hui pour une mobilisation immédiate contre le narcotrafic. La DGSI a donc détecté un policier qui vendait sur le Darknet des informations ultra confidentielles de la mafia marseillaise. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Intérieur ce matin. C'était au micro de Jean-Jacques Bourdin. Alors parlons vrai, vitons les prémices de la France qui serait en train de devenir un narco-État. Est-ce que la situation peut encore être inversée ou est-ce déjà trop tard? Et à cette question, infiltration des GSI, magistrats menacés, les narcotrafiquants ont-ils un pouvoir sans limite? Vous dites oui à 83%, vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité exceptionnel, Christian Flech, est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Ancien directeur de la police judiciaire parisienne, Philippe Bilger. Eh bien, pardon. Non, mais non, j'allais dire ce sujet qui revient en boucle depuis des mois. D'abord, et je sais que je peux convaincre au moins sur ce plan-là, on a un ministre de l'Intérieur qui, par rapport aux prédécesseurs, qui n'étaient pas forcément médiocres, entendons-nous, non seulement ne se contente pas du verbe, mais à l'évidence met en œuvre des actions. Et le Premier ministre n'est pas indifférent à tout cela, et lorsqu'il réunit, vous l'avez dit, Cécile Philippe, le ministre de l'Intérieur avec le garde des Sceaux, c'est évidemment pour démontrer qu'une complémentarité absolue doit exister. Mais ma seconde et dernière observation, c'est le fait de dire que, bien sûr, des forces régaliennes, où qu'elles se trouvent, sont menacées par cette mexicanisation, si vous Mexicanisation. et que elle est exacte, et que ça n'est pas le verbe qui doit faire peur, mais la réalité qu'il dénonce. Mais nous avons également le phénomène de corruption au sein de ceux qui sont chargé de servir la défense du citoyen. Et donc la corruption existe dans les deux bouts de la chaîne. D'ailleurs à Marseille, rappelez-vous, il y a des mois, les magistrats, les fonctionnaires de police, tous ceux qui travaillaient avaient poussé un cri d'alerte qui avait constitué peut-être la première prise de conscience véritable de ce qui se passait avant l'arrivée de Bruno Retailleau. Mickaël Sandoun. Moi, je suis épaté par le volontarisme politique de Bruno Retailleau. À défaut d'être Premier ministre, il est vraiment devenu le premier des ministres et on le sent très bien. Il est toujours au centre de l'actualité. Il a le courage de la parole et il a d'abord cette fonction, je dirais, de mettre des sujets sur la table. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est ministre, on apprend même beaucoup de choses et il y a beaucoup de nouveaux sujets sur la table en matière d'immigration, de sécurité, plus de transparence, narcotrafic. peut-être. Beaucoup plus de transparence. Et puis il lance des sujets. Mais évidemment, et je pense que c'est une excellente première étape pour apporter des solutions idoines. Après, est-ce que le Parlement lui permettra d'aller aussi loin qu'il le veut? Je l'espère sincèrement parce que, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est le dernier coup politique avant Marine Le Pen. Voilà. Et que Bruno Retailleau est la dernière cartouche des partis, je dirais, traditionnels. Benoît Perrin. Moi, j'espère, je partage aussi ce qui vient d'être dit, j'espère juste qu'il n'aura pas comme dans son équipe un adversaire, quelqu'un qui va jouer contre son camp, c'est-à-dire Monsieur Migaud. J'espère vraiment qu'ils vont travailler de concert et on sait qu'ils ont des approches un peu différentes. Alors, pour l'instant, c'est que des approches dans les mots. Manifestement, Monsieur Migaud aime pas tellement les termes employés par Monsieur Retailleau. Bon, mais en tout cas, peu importe les mots, on espère surtout qu'ils vont travailler vraiment de concert, parce que pour lutter contre... On a l'impression de vivre une série Netflix. Enfin, je sais pas si vous avez cette impression-là. Je sais pas si vous regardez cette excellente série qui s'appelle Narcos, où en fait on voit la vie du trafiquant Escobar. Et on voit exactement, quand on lit les journaux français, exactement la description de cette série. C'est-à-dire à la fois la violence, c'est-à-dire la violence entre les gangs.
ça se traduit par de la torture, ça se traduit par des assassinats pour en fait contrôler le marché. Et puis deuxièmement, ça se traduit par la corruption. La corruption va y venir des policiers, du personnel pénitentiaire, des douanes, des dockers là, sur les ports où effectivement ils déplacent pour éviter les containers, pour éviter que justement d'autres forces de police tombent justement sur ces stocks de drogue. Enfin, je veux dire, on a l'impression vraiment de basculer dans un monde qui est vraiment pas le nôtre, qu'on regardait avec beaucoup de distance il y a quelque temps, et maintenant c'est arrivé chez nous. Donc oui, on espère vraiment que on va mettre le paquet. Mais Christian Flech, ancien directeur de la police judiciaire de Paris, il y a 50 ans, la première équipe à peu près démarrait à Marseille sur le trafic de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans en fait ? Alors vous avez raison de parler de Marseille, puisque demain d'ailleurs je crois que le ministre sera là-bas, et parce que l'association des hauts fonctionnaires de la police aussi a fait un rapport historique sur la vision de Marseille depuis la French Connection et puis les premiers laboratoires à Marseille il y a 50 ans jusqu'à maintenant du narco-banditisme et puis des exécutions un peu partout. Donc c'est pas un phénomène nouveau et l'inconvénient quand je vous écoute, c'est que tous ces sujets on en a déjà parlé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a même 3 mois, etc. Notamment avec l'évasion d'Amra. Le fugitif qui a, au péage de Normandie, dont l'équipe a tué 2 agents de pénitentiaire de sang-froid et dont on découvre aussi qu'en prison il avait X téléphones portables et qui commanditait des meurtres. Donc c'est pas un phénomène nouveau et il faut, j'espère, qu'on ira au-delà des événements pour arriver sur quelque chose sur du concret et du long terme. Voilà. Après, est-ce qu'il faut bouleverser tout le corpus juridique ? Je ne sais pas. De toute façon, ce sera forcément compliqué politiquement dans les assemblées qu'on a. Il y a des propositions qui sont faites. Bien sûr, il y a toujours des propositions. Maintenant, il y a aussi l'existant. Il faut peut-être travailler avec les textes qui existent. Philippe Bigère le sait, il y a tout un tas de textes qui existent et qu'on peut faire. Voilà. Donc, mais comment ça a glissé finalement ? Comment, sous nos yeux, même si au début c'était en passait en dessous les radars, comment ça a glissé en 50 ans ? Alors c'est long, mais c'est court en même temps. Il y a beaucoup de choses. Vous avez raison, la corruption, il y a les agents pénitentiaires. Comment on peut rentrer autant de téléphones dans les prisons ? Comment pourquoi on ne peut pas fouiller les gens qui viennent on peut visiter. Sans doute, mais aussi il peut y avoir aussi avec un petit billet ou des téléphones qui rentrent. Il y a des brouilleurs, mais les brouilleurs ils peuvent être coupés. On a aussi un autre phénomène qu'il faut pas négliger. Il y a une surpopulation carcérale. C'est des vrais chaudrons les prisons. Bien sûr. Et de temps en temps, sans doute, pour calmer le jeu, il y a des stupes qui rentrent. Et puis il y a des téléphones aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'émeutes dans les prisons depuis pas mal de temps, alors qu'avant il y avait une période où le chaudron retombait avec les grâces présidentielles, qui sont terminées depuis 15 ans, je pense maintenant, ou 17 ans. Donc, la situation dans les prisons est compliquée. Il y a peut-être une tendance entre la corruption, le maintien de la paix dans les prisons. Il y a en tout cas des trafiquants qui continuent à trafiquer, mais ça fait des années aussi qu'on le sait. Et il y a les moyens. On peut mettre des brouilleurs qui fonctionnent et ça devrait résoudre le problème. Ensuite, vous voyez bien que on a impliqué un certain nombre de maires de petites villes dans les trafics. Il y a un maire en Seine-Maritime qui a été relaxé par le tribunal, mais qui a été impliqué initialement. Et puis, il y a un maire dans une sous-préfecture de Lyon. Voilà. Alors il y avait sa famille, mais on voit bien qu'elle a été donc mise en examen. Je crois qu'elle l'est toujours. Et moi, je me suis posé la question, comment on peut avoir un stock aussi important de stupes dans une ville où il y a 7000 habitants ou 8000 habitants ? C'est commercial. Ça veut dire qu'il y a un bassin où on peut faire passer ces stupes. Donc ça veut dire que le ministre a raison, tout le territoire peut être gangréné. On parlait de la Seine-Saint-Denis, parce que c'était ça initialement, Marseille aussi. Maintenant, c'est partout. Et ça, c'est grave. Vous pensez que la guerre peut être gagnée contre les trafiquants ou est-ce que vous pensez que c'est trop tard ? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger. Je me demande s'il n'y a pas une relaxe dans l'affaire de la mer. Mais l'affaire de Normandie, oui. Voilà. Tout à fait. De Normandie, mais pas de... Pas de Lyon. D'accord. Est-ce que vous pensez que, si je vous comprends bien, il n'est peut-être pas nécessaire, fondamentalement, de changer l'état de droit actuel ? Moi, je pense à votre avis ? Moi, je pense que déjà, il faut appliquer les textes. Il faut sans doute réorganiser. Parce que ça, et après, regarder ce qu'on peut faire. Il y a des systèmes qui fonctionnent comme la législation italienne, avec des renversements de charges de la preuve. Système qui a été mis en place pour la mafia, par exemple, dont on peut toujours s'inspirer. Mais voter des textes, c'est toujours un peu plus long. Donc déjà, on peut faire avec ce qu'on a.
Et après, il faut réorganiser peut-être aussi un peu le... Réorganiser sans doute, bien sûr, parce qu'on a affaire à une délinquance qui est extrêmement mobile. Si je repense à Amra, il est de la région de Rouen et il est mis en examen sur des histoires à Marseille. C'est-à-dire que ça bouge beaucoup. Il y a eu un flagage, je crois, dans la Drôme, où ça avait un lien avec Marseille aussi. Donc ça bouge beaucoup et les services de police et la justice aussi doivent s'organiser de façon à pouvoir suivre cette délinquance qui bouge beaucoup. Monsieur, comment vous expliquez que justement on n'ait pas mis le paquet sur ces problèmes de drogue depuis tant d'années? J'arrive pas à comprendre pourquoi le personnel politique veut pas vraiment s'attaquer frontalement. Est-ce que c'est vraiment insoluble? Alors on comprend bien qu'il y a des enjeux financiers monstrueux, parce que là en l'occurrence le trafic de drogue c'est 6 milliards. Enfin 6 milliards c'est énorme. C'est énormissime. C'est tellement important que maintenant ça compte dans le PIB français depuis 2017 mais comme dans les pays européens depuis un certain temps. Mais autrement dit, est-ce que vous pensez que c'est un fléau qui sera quasiment insoluble, compte tenu des masses d'argent générées, traitées, ou alors est-ce que vous pensez que là, on a parlé beaucoup de l'aspect répressif. Je pense que le trafic de stupes, la lutte contre le trafic de stupes, c'est pas seulement l'aspect répressif. Et on peut pas tout attendre de la police et de la justice. Il y a un phénomène général, il y a un phénomène d'éducation. Non, mais en France, il y a un phénomène d'éducation. Les décrocheurs scolaires. Comment on peut imaginer que des enfants sont dans la rue pour faire le guet alors que sans doute ils sont pas à l'école, et donc il y a peut-être un enjeu avec l'éducation nationale. Il y a un enjeu de santé publique. Il y a un enjeu de communication aussi. De réseaux sociaux. Il y a un enjeu de communication. On en est toujours à envisager. L'autre jour, on me posait la question, est-ce qu'on doit légaliser le cannabis? Donc déjà, quand on se dit on va pas y arriver, donc on va légaliser, c'est que déjà on n'est pas parti sur les bonnes bases. Donc pour répondre à votre question, je pense que il faut que tout le monde se mette dessus, et pas seulement le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et c'est bien que le Premier ministre se mette dans la course. Michael Sadoun. Non, si on a le temps, simplement, je regardais un rapport d'enquête sénatoriale de l'année dernière qui proposait 2 solutions qui pouvaient être intéressantes. Alors déjà, il y avait la création d'un parquet spécial. Je ne sais pas si vous considérez que c'est une bonne solution ou pas. Parquet antidrogue. La deuxième chose, c'est la réorganisation du travail, à savoir que dans certains postes stratégiques qui sont très exposés à la corruption, on fait par exemple travailler les gens en binôme, ce qui évite un petit peu plus la corruption. On fait beaucoup de turnover aussi, c'est-à-dire qu'on remplace souvent les gens, parce que quelqu'un qui est là pendant 20 ans, il est beaucoup plus exposé à avoir des relations fréquentes avec les trafiquants, donc on le remplace, disons, tous les 6 mois. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 solutions-là? Alors d'abord, le rapport sénatorial, il n'est pas de l'année dernière, il est du mois de mars. C'est pour vous dire que vous avez le sentiment que c'est loin. Non, c'est 2024. C'est un rapport qui a été fait, je crois, en avril 2024. Donc, mais ça veut dire que le phénomène, il a été analysé par des sénateurs, que le ministre de l'Intérieur était sénateur, donc il le connaît forcément, et il va sans doute s'en inspirer. Est-ce qu'il faut un parquet spécialisé là-dedans? Je ne suis pas forcément convaincu. C'est assez compliqué, et Philippe Bigière pourrait mieux le dire. Parce qu'après, il faut répartir les affaires. On a déjà un parquet antiterroriste, et là c'était nécessaire parce qu'il y avait un vrai sujet pour juger les terroristes, et c'était le sujet d'Action Directe en 1985, je crois, où tous les jurés populaires ont eu peur. Donc il y a des magistrats professionnels pour juger maintenant. Il y a un parquet national financier. Est-ce qu'il faut un parquet antiterroriste? Parce qu'on nous dit travaillons ensemble, mais si on fait des tuyaux d'orgue, comment ça va bien fonctionner? Et comment les parquets de France vont arriver à se mettre d'accord? On part au 0826 300 300 avec David de Saint-Gaudens. Qu'est-ce que vous en pensez, David? Il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, lorsque le ministre de l'Intérieur parle que tous les territoires sont gangrénés, j'espère que dans tous les territoires, il parle aussi du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg. Parce que c'est là où ça commence. Mais c'est vrai. Non, parce que je vais donner un exemple. Si moi je me fais attraper en train de consommer ou de trafiquer, je vais être montré du doigt et autres. Lorsqu'un député se fait attraper, on le plaint et on parle d'addiction. Donc ça commence là, en fait. Ça commence là. Ensuite, je sais pas. C'est vrai qu'en matière d'exemple, c'est pas top. Ça, c'est sûr. Ensuite, la corruption, la corruption a toujours existé. Maintenant, le niveau des corruptions est au niveau du nombre de zéros qu'on va mettre derrière. Et enfin, alors un parquet national anti-narco, je sais pas, j'ai pas les compétences, mais il me semble qu'il y a quelques années, on a mis en place un état d'urgence sanitaire. Peut-être qu'il faudrait mettre un état d'urgence anti-narco, stupéfiant, pour permettre certaines actions. Et ensuite, pourquoi pas, on a des GIR. Alors, je pense que les GIR existent encore, mais est-ce qu'on peut pas... C'est les groupes d'intervention régionaux.
Voilà, est-ce qu'on peut pas en spécialiser vraiment pour le trafic de drogue, c'est-à-dire qu'on met le paquet, inspecteur des impôts, douanier, etc. Et vraiment sur la drogue, parce qu'on sait que ça se passera, mais comme avec d'autres, hein, c'est l'argent le nerf de la guerre, et quand on commence à peu avoir d'argent, c'est un peu plus compliqué. On va laisser répondre à Christian Flech. Il y avait aussi une mesure qui fonctionnait bien pour la jeunesse, c'est les couvre-feux en fait, qui fonctionnaient bien pour le soir. Oui, enfin les couvre-feux, ça c'est la réponse la plus facile. Après, le problème il est profond, et c'est pas le couvre-feu qui va tout régler. Non, mais c'est une mesure qui fonctionnait bien, en tout cas dans certaines communes. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le consommateur, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a déjà testé les amendes. À une époque, on faisait des amendes douanières aussi. C'était assez restreint, mais ça fonctionnait très bien. Parce que les douanes ont des systèmes de comptabilité qui sont plus faciles que la justice. Et le recouvrement est aussi plus facile. Mais je pense que le mal, il est... Effectivement, votre auditeur a raison. Il y a un député et un sénateur qui ont été impliqués dans des affaires de stupes, et c'est pas une très bonne chose. Ensuite... je ne sais plus la question exactement que vous me posez. Que les GIR, les GIR, c'est une création de 2002. On l'a fait dans tous les départements. Moi, j'étais responsable de la police judiciaire à l'époque en Seine-Saint-Denis. J'avais un GIR qui a été constitué avec des policiers, des gendarmes. À l'époque, on apprenait à travailler ensemble. La gendarmerie n'était pas encore intégrée au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y avait un agent des impôts, un agent des douanes. Et tout le monde travaillait avec sa propre législation et ses propres fichiers. Et ça, c'était très bon. Donc je pense que ça existe encore, et c'est effectivement une très bonne façon de travailler. Il y a aussi, le GIR de Paris était plus complet, parce qu'il y avait un contrôleur du travail, il y avait un agent des services vétérinaires, ça pouvait permettre de faire des contrôles très très larges. Ça, il faut effectivement continuer. Je crois que le ministre a envie de le faire aussi. Absolument. Et il faut faire de la communication sur le danger des stupes et impliquer tout le monde. Merci beaucoup Christian Flech d'avoir été avec nous, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Je vous propose de vous garder pour le qui c'est qui l'a dit. Vous allez voir. Par rapport au concours de la police, c'est de la rigolade. Oui, c'est de la rigolade. J'ai passé il y a longtemps. Donc là, c'est un examen. Ça, on ne va pas oser vous contredire. Vous avez déjà gagné. Allez David, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Ça, c'est